Et c'est parti, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine sur 01 TV pour votre rendez-vous, votre débrief de la tech de la semaine. C'est 01 Hebdo, bienvenue. Et Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Cette semaine, devinez de quoi nous allons parler. Voici le sommaire. Tout d'abord, la keynote Apple de printemps. Que nous réserve la marque à la pomme? Sans doute un nouvel iPad Pro. On va voir ça en détail. Alors Apple c'est bien Jérôme, mais Microsoft c'est pas mal non plus. C'est différent. Et voilà, et on vous fera découvrir le Surface Laptop 4, une belle nouveauté Microsoft. Un invité pour nous présenter un moteur de recherche tout à fait insolite, c'est français, c'est Dixty, le moteur de recherche des stars et des personnalités sur les réseaux sociaux. Bon, tu dois y être, je pense. Et puis Jérôme, dans notre rendez-vous Tech Care, on découvrira cette canne pour malvoyants qui est connectée. Très belle innovation. Enfin, la story de Jordan, comme chaque semaine, Jordan Cosino viendra nous raconter le meilleur du web et le meilleur de Kickstarter, toutes ces inventions improbables que lui seul s'est déniché. Et bien voilà, vous savez tout, c'est parti pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo sur 01 TV. Bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo. Vous le savez, comme chaque semaine, on se retrouve une heure dédiée à l'actu tech de la semaine avec, bien sûr, nos invités et la rédaction de 01net.com. Et oui, ça sent le printemps. L'actu sent le printemps également. On voit ça tout de suite. Et Jérôme, on va commencer par la semaine prochaine qui sera chargée en émotions. En tout cas, si vous vous intéressez un tant soit peu à l'actu tech et notamment à l'actu Apple, puisque ça y est, la première keynote de cette année 2021 est dans le viseur. Ce sera le 20 avril prochain. Ce sera le 20 avril et regardez ce joli logo que nous a concocté Apple. Alors c'est un petit peu mystérieux. Ça s'appelle Spring Loaded et ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a un côté printemps, il y a un côté ressort également. Oui, donc je ne sais pas du tout ce qu'ils vont lancer. Moi j'ai pensé à un matelas aussi. Hein, peut-être un matelas connecté ou un sommier, non, avec des ressorts dedans. Alors là, ça franchement, ça surprendrait tout le monde. Hein. Un matelas connecté, autant on attend la voiture, des lunettes, de la réalité augmentée, mais pas de matelas. Là, non, franchement, Tim Cook ferait fort. Bon. Voilà, enfin bref. En plus, c'est amusant, cette keynote a été dévoilée accidentellement par Siri. Oui, incroyable. C'est vrai. Alors, moi, ce qui est dingue, c'est que je me demande comment les gens posent des questions à Siri concernant les prochaines keynotes. Parce que c'est comme ça, en fait, que ça a été découvert. Hein. Mais c'est un site américain, mais je pense que ça marche qu'aux États-Unis, parce que moi, j'ai essayé et Siri ne m'a pas du tout... Alors, j'ai essayé peut-être trop tard. Hein. Ah, peut-être. Mais effectivement, ils avaient enlevé ça. C'est possible, voilà. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a des journalistes qui posent la question de temps en temps à Siri, quand est-ce qu'aura lieu la prochaine keynote Apple? Voilà. Et là, Siri a répondu, alors qu'il ne devait pas répondre. C'est fou quand même. Et donc du coup, ensuite, dans la foulée, les invitations sont parties, ça y est. Alors ce sera une keynote encore une fois à distance, hein, bien sûr, en vidéo. Qui sera préenregistrée, hein, Jérôme, pas de direct là. Hein. On peut s'attendre d'ailleurs à une keynote assez courte, comme c'est le cas assez souvent ces derniers temps chez Apple. Oui, parce que que nous prépare Apple? Eh bien, probablement un nouvel iPad Pro. Hein, ce serait le nouvel iPad Pro avec la technologie mini LED. Oui. Et puis également avec la connectivité 5G. Et bien voilà, c'est, vous savez, l'iPad Pro, hein, chaque année, il a une nouvelle version avec pas mal de nouveautés. Là, la particularité, c'est cet écran que tu évoquais, mini LED. C'est une nouvelle technologie qui est entre l'OLED et le LCD et qui permet en fait des contrastes quasiment équivalents à l'OLED avec aussi une luminosité supérieure. Donc c'est quand même une petite révolution, hein, ce mini LED. Ça arrive chez Samsung sur les télés très haut de gamme et donc Apple pourrait dévoiler un écran avec cette technologie. Bon, comme d'habitude, évidemment, c'est au conditionnel, hein, puisqu'on n'a pas encore véritablement la confirmation de tout ça. Côté design, a priori, ce serait la même chose que l'actuel iPad Pro. Oui. Hein, avec ce design, je ne sais pas comment on peut le décrire, mais on est revenu à des angles... Enfin, on a abandonné les rondeurs sur les côtés, on est revenu à des angles plus abrupts, plus carrés. Voilà, très élégant. Qui font penser d'ailleurs aux premiers iPhone 5. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, en tout cas, si vous avez un iPhone
news, vous aurez sans doute le design qui ressemblera à ce nouvel iPad Pro. Il y aura forcément un LiDAR aussi, puisque vous le savez, c'était l'une des grosses nouveautés du modèle de l'année dernière. Le LiDAR qui est un capteur laser qui permet en fait d'accélérer et d'améliorer l'expérience de réalité augmentée. Tout à fait. Voilà, avec toujours des applis qu'on attend de découvrir. Oui, c'est vrai. Alors, il y aurait peut-être. Et voilà, parce que est-ce qu'il y aura qu'un iPad Pro présenté Ça, that's the question. Parce que les rumeurs font également état peut-être d'une nouvelle paire d'oreillettes sans fil trop wireless, des AirPods. Donc une nouvelle génération d'AirPods. Et peut-être, pourquoi pas, AirPods 3, 4, on en est où, je ne sais plus. AirPods Pro 2, enfin bon... si c'est les nouveaux AirPods, ça serait les AirPods Pro 2, AirPods Pro 2, il n'y a qu'une génération qui est sortie. Rappelons que les AirPods est l'un des produits Apple qui cartonne le plus. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils ont intérêt à sortir des nouvelles générations à chaque fois? C'est pas sûr. Oui. À moins qu'il y ait une vraie nouveauté. Est-ce qu'on aurait un Apple TV aussi, un nouvel Apple TV? C'est la rumeur aussi, Jérôme, avec ce fantasme d'avoir un appareil qui aurait plusieurs fonctionnalités. Qui ferait la vaisselle aussi. Non, qui aurait une caméra, qui aurait une enceinte, qui aurait... Ouais, moi j'y crois pas trop. C'est assez bizarre ce machin hybride là. C'est ça. Quoi d'autre? Quelles sont les autres rumeurs? Tiens, des petits... Oui, les petits AirTags. Les AirTags, tu sais qu'on attend depuis quoi, 2007 à peu près. Et oui, ces fameux pisteurs, ces trackers Bluetooth, et peut-être aussi avec d'autres technologies. Ça fait des années effectivement qu'on attend ces petits AirTags de la part d'Apple. Est-ce qu'ils seront annoncés lors de cette keynote? Écoutez, on ne sait pas. À chaque fois, on le dit, et à chaque fois, on est déçu. Donc, au bout d'un moment, ça va arriver. Ou alors, ça n'arrivera jamais. En tout cas, ce qui est arrivé, c'est au niveau de l'application, au niveau d'iOS 14, la dernière mise à jour. Désormais, puisque ces AirTags devraient être liés à la fonction localisée qui existe dans l'iPhone, dans l'iPad, etc. Et bien, désormais, cette fonction localisée est en train de s'ouvrir. Ça, c'est intéressant. Elle est en train de s'ouvrir à d'autres marques, à d'autres produits. Et l'un des tout premiers produits, d'ailleurs, c'est un vélo. C'est le vélo VanMoof qui peut désormais être géolocalisé directement, nativement, depuis l'appli localisée. Comme quoi Apple commence à s'ouvrir. Exactement, Apple commence à s'ouvrir. Donc du coup, est-ce qu'ils auraient intérêt à sortir leur propre AirTags sous leur propre marque? C'est pas sûr, d'autant qu'il y a des bonnes marques qui font bien le job. On verra bien, vous en saurez plus le 20 avril, évidemment, keynote à suivre sur 01 TV en direct, on sera là, on prendra l'antenne, et à la fois sur la chaîne, mais aussi sur la chaîne YouTube de 01 TV, vous pourrez suivre cette keynote en direct. François, cette semaine, il y a également des annonces matérielles du côté de chez Microsoft. Et oui, avec un nouveau Surface Laptop. Alors, c'est intéressant. Alors là, c'est pas de la rumeur. Ça a été annoncé, c'est dur. Pas de keynote, c'est juste un communiqué. Voilà, il faut savoir que Microsoft, depuis pas mal d'années, s'essaye à la création de produits hardware. Donc, on a des PC, des tablettes qui sont la plupart du temps plutôt réussi, joli design, des matériaux haut de gamme à l'intérieur, et puis surtout ce côté un peu hybride, c'est à la fois tablette, tactile, ça peut se transformer en PC, c'est ça la particularité de ces Surface Laptop. Exactement, c'est vraiment un appareil hybride, alors destiné à l'entreprise. La vidéo que vous voyez actuellement, elle est assez belle parce que c'est une vidéo conceptuelle qui montre la fabrication, mais on voit bien que c'est une fabrication hypothétique, mais en image 3D, comment on peut naître un tel appareil. Voilà, toutes les petites pièces, une par une. C'est très joli. Et cet ordi laptop 4 donc reprend le même design que la version 3. Il est décliné en deux tailles d'écran, 13,5 ou 15 pouces. Et évidemment, comme c'est hybride, tu l'as dit, ce sont bien entendu des écrans tactiles. Voilà, et on peut... on va dire un peu configuré comme on veut ce laptop, avec soit de l'AMD, soit de l'Intel. On choisit son processeur. C'est ça qui est intéressant, voilà, donc vous pouvez... Alors après, ça va impacter le prix. Bien sûr. Effectivement. Et donc, voilà, un appareil assez sympa qui, sans doute, restera encore une fois, on va dire, assez confidentiel, puisque c'est vrai que Microsoft ne pousse pas véritablement ce type de produit. On a l'impression que c'est presque une démo technologique, mais franchement,
on voit que Microsoft ne veut pas aussi, avec ce type d'appareil, perturber la concurrence, hein, et les HP, les Lenovo, les Acer, les Asus, etc., qui travaillent aussi pour Microsoft avec Windows 10. Exactement. Alors, ça sortira fin avril. On a oublié de le dire, évidemment, il sera taillé pour la nouvelle mode, le télétravail, c'est-à-dire la visio, et en l'occurrence la solution Microsoft Teams. Donc, webcam, haute définition, l'audio a été travaillé, etc. Et tiens, on peut le signaler tout de suite également. D'ailleurs, ils sortent un accessoire, ils ont présenté un accessoire en même temps qui est assez intéressant. C'est à la fois une petite enceinte Bluetooth, non USB je crois, et un micro pour améliorer justement la qualité du son et la qualité des échanges en utilisant Teams. Sinon, le prix de la laptop 4, on ne l'a pas dit je crois, ça démarre à 1 129 € pour le 13 pouces et demi et 1 449 pour la 15 pouces. Voilà, et on peut monter jusqu'à 2 549 € si vous prenez la version hyper boostée avec le super processeur, etc., etc. On a même une version à 2 699 € avec une configuration premium. Là, on ne se refuse rien. Voilà pour la nouveauté Microsoft. Du hardware, encore, François, encore un nouveau produit qui vient de sortir, celui-là. Écoute, on a parlé d'Apple, on a parlé de Microsoft, un petit coup d'œil du côté de chez Amazon, non? Exactement, avec l'Echo Show 10, le nouvel assistant vocal avec écran d'Amazon, qui vient de sortir en France, pas plus tard qu'hier, le 14 avril. Il est disponible, il est commercialisé. Et alors, qu'a-t-il de particulier, ce nouvel assistant? Eh bien, regardez-le. En fait, il nous suit à la trace. Il tourne la tête. C'est pas mal, ça. Alors, il y avait déjà un assistant comme ça, avec un écran de cette taille, 10 pouces environ. Mais là, la nouveauté, c'est effectivement le côté qui pivote. Parce que pourquoi? Si vous l'installez, par exemple, dans votre cuisine ou dans l'entrée, etc., eh bien, effectivement, ça bouge dans une pièce et on n'est pas toujours en face de l'écran. Donc là, l'idée, c'est que il va vous suivre. Tu l'as essayé? Je ne l'ai pas encore essayé, Jérôme. Alors, moi, je l'ai essayé. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir les réactions. Moi, j'ai imposé ça à ma famille, comme d'habitude, c'est le crash test. Eh bien, j'ai une partie qui trouve ça fabuleux et l'autre partie qui trouve ça complètement flippant d'avoir un écran qui te suit quand tu parles. Et c'est vrai que quand tu passes devant, le truc te suit comme ça. C'est assez étonnant. Voilà. Mais en tout cas, c'est pratique, puisque, par exemple, tu es en train de faire de la cuisine, tu as besoin de, je sais pas quoi, tu suis une recette. Oui, l'écran, en fait, vous suit en quelque sorte. Oui, il te suit. Alors, il te suit grâce à la caméra, donc il y a un tracking vidéo, et grâce au son, il y a aussi un tracking audio. Tiens. Donc, c'est assez sioux, hein. Et puis, c'est intéressant ce type de produit. On voit qu'il y a une vraie mode pour ces appareils comme ça, avec écran et caméra, que l'on pose quelque part et qui sont là pour la visio aussi, parce que bien sûr, ce type d'appareil est taillé pour la visio. Ouais. Alors, peut-être pas autant que le Portal, dont on avait parlé l'année dernière, qui a une autre technologie. Il vous suit, mais en zoomant sur l'image, en fait. C'est vrai. Là, il y a un vrai moteur dans cet Echo Show 10 qui vous suit. Mais c'est vrai que ce type d'appareil aussi est taillé pour la pandémie, pour toutes les visios, etc. La visio, ce qui est dommage, c'est que c'est uniquement l'outil d'Amazon. C'est pas interfacé avec WhatsApp. C'est bien Zoom, dommage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème. Facebook ou tous les autres services, ou même Google, là on est bloqué sur Amazon. Un petit mot sur la question vie privée, qu'évidemment on se pose, elle est tout à fait légitime. Oui, parce que si l'appareil te suit, tu peux te poser des questions quand même. En effet, alors il y a un petit obturateur mécanique, on peut bien entendu fermer la caméra, on peut couper le micro comme sur tous les assistants, et puis Amazon insiste sur le fait que la captation vidéo, elle ne se fait que localement, aucune image vidéo au niveau du tracking n'est envoyée dans le cloud et les images sont détruites au bout de 5 minutes. D'accord, voilà. Eh bien voilà. C'est la promesse, en tout cas. Ça coûte combien, cette petite... Ça coûte 250 €. Voilà, 250 € quand même, c'est pas donné, mais il faut dire qu'il y a de la techno dans cet appareil. Oui, puis en plus, c'est une enceinte audio. Avec un bon son. Avec un bon son, non, c'est pas mal du tout. Voilà pour cet Echo Show 10. Bon, tu veux du matos encore? Ah ben moi, j'aimerais bien du matos, Jérôme, vas-y. Alors, regarde, je t'ai apporté ça. Voilà. Cette petite chose... Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, il y a un logo dessus d'un opérateur télécom connu. Exactement, c'est Orange qui lance ça. C'est un répéteur Wi-Fi, mais c'est un répéteur Wi-Fi d'une nouvelle génération, car il est compatible Wi-Fi 6. Ah, d'accord. Enfin. Donc alors, les débits explosent là avec ça alors. Exactement, les débits, effectivement la couverture aussi est plus optimisée. C'est pas mal, alors ça existe déjà ces choses-là. Vous avez des box par exemple Bouygues ou SFR qui sont nativement Wi-Fi 6, ce n'est pas le cas des Livebox.
Livebox, Livebox 4 ou Livebox 5, elles ne sont pas Wi-Fi 6. Oui, mais si vous connectez, si vous branchez ce truc-là en filaire sur la Livebox, vous allez la transformer en box Wi-Fi 6. Et si vous en mettez un deuxième, ou un troisième ou un quatrième, vous aurez l'aspect répéteur. Donc tu vois, il y a deux fonctions. Il y a le côté upgrade Wi-Fi 6 et le côté répéteur. D'accord, donc au lieu de sortir une nouvelle box chez Orange, ce qui aurait demandé sans doute des coûts de développement supplémentaires, peut-être aussi, pour la planète, c'est pas forcément très bon de décider de sortir une nouvelle box. C'est un accessoire en fait qui apporte le Wi-Fi 6. Et alors, comment ça marche? À partir du moment où j'ai une Livebox, je peux le demander à Orange? Alors, c'est ça? Oui, alors c'est payant, 90 €, mais c'est inclus dans différentes offres. Donc en fonction de votre forfait, votre truc, le moment où vous prenez la box, etc., vous pouvez l'avoir plus ou moins cher. Mais 90 € qui est le prix maximal, c'est quand même beaucoup moins cher que les solutions type Netgear, Orbi, qui sont de très bonnes solutions pour mettre le Wi-Fi 6. À voir si c'est aussi efficace. Alors moi j'ai fait un petit test. J'ai testé ce matin le Orbi et le répéteur Orange. Eh bien je suis arrivé exactement au même débit. D'accord. Je ne parle que du débit. Je ne parle pas de, tu vois, éventuellement la qualité de couverture, le maintien, etc. Mais au niveau débit, vraiment, je suis arrivé à la même chose que ce que j'avais avec l'Orbi. Pas mal. Et puis il y a un petit truc qui est pas mal, c'est qu'évidemment cette chose-là, ça se branche sur le secteur, mais ils ont fait un truc qui est assez astucieux, c'est que la prise, soit on peut la mettre comme ça, la relier avec un câble, soit tu fais ça et tu le connectes directement sur la prise de courant. Sur ta prise de courant. D'accord. Voilà, joli produit, sympa. Évidemment, ça ne concerne que les abonnés Orange, mais ça fait déjà du monde. Et les abonnés Orange qui ont une Livebox et qui veulent éventuellement. Cela dit, je suis persuadé que si tu branches ce truc-là sur une box d'un autre opérateur, ça doit marcher. Je suis pas sûr, parce qu'il doit y avoir des protocoles un peu qui verrouillent un peu le truc. Bon, voilà, petit à petit, on passe au Wi-Fi 6, alors que vous le savez, on va bientôt avoir le Wi-Fi 6E, qui est la nouvelle itération du Wi-Fi, qui est du Wi-Fi 6, qui est déjà arrivé sur certains smartphones haut de gamme, très haut de gamme. Par exemple, le Galaxy S21 Ultra bénéficie déjà du Wi-Fi 6E, qui est, selon les experts, vraiment la mise à jour ultime, beaucoup plus intéressante d'ailleurs que le Wi-Fi 6, parce que ça booste les débits, ça booste la couverture, et ça arrive là dans les mois qui viennent. Et alors, quand on viendra parler du Wi-Fi 24, tu vas voir. On sera un peu vieux, mais bon. Ah oui, alors là... Bon, voilà pour l'actu, Jérôme. C'était l'actu, on va passer tout de suite à nos séquences invitées. Tout à l'heure, dans un instant, vous allez découvrir une super innovation française. C'est un produit pour les personnes malvoyantes et aveugles. C'est super high-tech. C'est une canne blanche augmentée, on peut dire ça comme ça. Ça s'appelle Rango. Exactement. Et juste avant, un moteur de recherche d'un tout nouveau genre, si vous êtes fan de réseaux sociaux. Et bonjour Jean-François Pilou. Bonjour à tous les deux. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de 01net TV, de 01 TV pardon, et de 01 Hebdo. Vous êtes cofondateur vous êtes fondateur de Dixti. On va en parler dans un instant de Dixti. Mais juste avant, on va rappeler à ceux qui nous regardent que vous êtes également cofondateur d'un site qui est très connu en France, qui a eu en tout cas son heure de gloire et qui est toujours d'actualité. Qui continue à faire énormément d'audience. C'est Comment ça marche. Ça s'appelle Comment ça marche. Exactement. Vous êtes le créateur de Comment ça marche. 10 millions de visiteurs par mois. C'est 10 millions de visiteurs par mois. Comment ça marche, c'est dingue. C'est une valeur sûre du web aujourd'hui, Comment ça marche. J'espère en tout cas. Rappelons le concept, c'est évidemment en général quand on pose une question high-tech sur Google ou même dans plein de sujets, parce qu'aujourd'hui vous touchez, vous couvrez énormément de thèmes, eh bien on arrive la plupart du temps sur Comment ça marche et on a une réponse. Une espèce de super forum utilisateur, c'est ça l'idée. Voilà, après qui a été répliqué sur d'autres thèmes, la santé, le droit, voilà. Avec des papiers très techniques que vous écriviez d'ailleurs vous-même. C'est vrai, j'en ai écrit un petit paquet. Qui était très éclairant sur plein de choses, notamment le Wi-Fi, je me souviens. Exact. Alors, toute autre chose, Jean-François, il y a quelques jours, un soir, m'envoie un petit message, il me dit j'ai fabriqué un nouveau truc, regarde comment ça marche, regarde ce que c'est. Et j'ai découvert Dixti, qui est un moteur de recherche axé réseaux sociaux, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc en gros, j'étais hésitant entre le fait de faire un moteur de recherche ou faire quelque chose qui se rapproche d'un réseau social. Donc je me suis dit, je vais faire un moteur de recherche de réseaux sociaux.
Donc c'est un moteur de recherche dans lequel vous allez trouver les comptes de réseaux sociaux de n'importe qui ou n'importe quoi. Et ils sont organisés par pays, par thématique, etc. Un espèce d'annuaire mondial des réseaux sociaux. D'accord. Et alors à quoi ça sert? Parce que dit comme ça, c'est un peu abstrait. L'idée c'est quoi? C'est que par exemple je tape Jérôme Colombin sur Dixty, je vais retrouver Jérôme. Je suis pas une star, mais quand même un petit peu. En tout cas, il y a une fiche Jérôme Colombin. Oui, c'est vrai. Tu y es aussi d'ailleurs, je te signale. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Je vais retrouver la trace de Jérôme sur différents réseaux? Alors oui et non. En fait, chacun a un profil et dedans on va retrouver tous les réseaux sociaux de la personne. Donc, je ne sais pas quoi, on tape Jérôme Colombin. S'il a un Snapchat, un compte Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, on va retrouver ça. Donc, c'est intéressant en tant que tel parce que la plupart du temps, les personnalités qui sont un petit peu actives sur les réseaux sociaux percent très fort sur un, mais sont un peu absents sur les autres. Donc là, c'est l'occasion de le faire découvrir. Or, les réseaux sociaux, ils aiment bien ne pas que leurs utilisateurs aillent trop ailleurs. Donc, on peut mettre un lien. Est-ce qu'on met son Facebook, son Twitter, son LinkedIn? Là, finalement, on met ce lien-là et ça envoie un petit peu partout. Ah, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Donc, dans ma signature, je peux mettre mon lien Dixty, en Exactement. Fait. Alors ça, on va dire, c'est le premier effet qui se coule. Le second, c'est qu'à partir de là, si vous allez sur Jérôme Colombin et que c'est marqué qu'il est journaliste en France, si vous cliquez sur journaliste en France, vous avez tous les journalistes français les plus suivis sur les réseaux sociaux. Ah d'accord. Okay. Vous voulez ensuite filtrer pour n'avoir que les femmes. Vous avez que les journalistes femmes, vous voulez celles qui ont moins de 38 ans, vous filtrez et c'est une espèce de qui est-ce. On peut arriver à trouver des gens et ça les classe en fonction de leur nombre de followers. C'est intéressant aussi, ne serait-ce que pour nous, journalistes, peut-être pour retrouver des contacts. Donc il y a 10 000 filtres activables. Donc il y a journalistes, acteurs, etc. Mais il y a aussi chiens, chats, musées. Vous cherchez les pubs les plus connus en Angleterre, vous avez les pubs les plus connus en Angleterre. Mais les pubs qui seront sur les réseaux sociaux. À condition d'avoir au moins un compte sur un réseau social. Parce que c'est la porte d'entrée. Il faut être sur un réseau social. Exactement. Alors, Dixty n'indexe pas les comptes de tout le monde. Parce qu'il y a le règlement général sur la protection des données. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, Dixty n'indexe pour l'instant que les comptes des célébrités. Célébrité au sens large, c'est-à-dire que toute personne qui a plus de 10 000 followers est considérée comme une célébrité. D'accord. Donc, on la retrouve, c'est le critère pour être dedans. Ensuite, si vous avez moins de 10 000, il suffit de vous inscrire, vous créez votre profil et vous allez figurer. Et si je ne veux pas figurer, je peux me... Alors, si vous ne voulez pas figurer dans Dixty, le plus simple, c'est de ne pas vous inscrire. Comme ça, vous n'y êtes pas. Mais si vous y êtes déjà parce que vous êtes une célébrité, vous reprenez le contrôle sur le compte. On va juste vous demander d'aller valider un des réseaux sociaux. Vous reprenez la main sur le compte. Là, soit vous pouvez changer ce qu'il y a dedans, soit vous pouvez supprimer le profil ou demander à ce qu'il soit plus indexé dans les moteurs de recherche ou même dans Dixty. D'accord. Comment vous avez vu cette idée, Jean-François? C'est comme ça, je veux chercher des trucs à faire. J'aime bien les moteurs de recherche, j'aime bien coder, ça m'amuse, donc j'ai commencé à faire ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que j'y arrivais, donc ça a pris un petit peu d'ampleur. Et j'ai lancé il y a 10 jours, et il y a déjà entre 5 et 10 000 personnes par jour qui viennent dessus. Ah ouais, d'accord. Alors, peu de Français, mais il y a beaucoup de gens du monde entier. La Corée du Sud est très active, je ne sais pas pourquoi. Oui. Ça, c'est le genre de truc qu'on lance en général, comme vous dites, parce que ça peut se faire, donc on le fait. Parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle, sans savoir forcément à quoi ça pourra servir. Est-ce que d'ores et déjà, malgré tout, vous avez eu des feedbacks qui montrent qu'il y a peut-être telle ou telle application Alors, effectivement, possible. pour l'instant, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de cookies, il n'y a pas de tracking, il n'y a rien de payant. Le but, c'est que ce soit rapide et que ça marche bien. Après, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, mais ce serait bien que tu rajoutes ceci, cela ». Donc, il y a deux approches. Il y a continuer le côté moteur de recherche pour les gens qui cherchent des choses à suivre. Et de l'autre côté, développer le côté boîte à outils pour les gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Et notamment ceux qui sont sur TikTok, sur Instagram. La plupart d'entre eux, à un moment dans leur vie, ils se font supprimer leur compte TikTok ou Instagram ou désactiver parce qu'ils ont mis une vidéo avec une musique qu'il ne fallait pas dedans, parce qu'ils ont dit un truc qu'il ne fallait pas. Et du coup, ils sont obligés de repartir de zéro. Donc là, grâce à ça, finalement, on peut mettre ces différents comptes Instagram
ou différents comptes TikTok, parce que la plupart en ont plusieurs. Oui, bien sûr. Ils ont des comptes dits de backup. Oui, la seule chose, c'est que le jour où votre compte principal est supprimé, on n'a plus l'accès au compte de backup. Alors qu'avec vous, on retrouvera ces comptes qui auront été préalablement reconnus. C'est ça. Donc je peux continuer à développer ce côté boîte à outils pour faire en sorte de se construire un profil qui soit un petit peu le Wikipédia de soi-même qu'on aurait rêvé d'avoir et qu'on n'a pas forcément. Jean-François, juste une question. Comment faites-vous pour détecter, en fait, par exemple, le compte de Jérôme sur Twitter, sur Insta? Il n'a peut-être pas le même login. C'est peut-être pas la même chose. Comment vous faites justement pour être certain que c'est que les comptes de Jérôme à la fois sur Insta, Twitter, en fait, il y a plein de petits indices qui sont laissés ça et là qui permettent d'aller les mettre ensemble. La photo, le nom, le pseudo, mais finalement, sur chacun de ces réseaux sociaux, vous avez à un moment donné mis un lien vers l'un ou l'autre. Donc finalement, quand on a plusieurs de ces indices ensemble, on est quand même sûr que Jérôme Colombin qui pointent vers le compte de l'autre Jérôme Colombin, a priori, c'est le même. Je suis ravi d'être l'exemple type qui sert à la démo. Ça nous fait plaisir. Franchement, allons-y. Vous avez raison, c'est une difficulté parce que il y a des cas où deux personnes ont le même prénom et nom et il ne faut surtout pas qu'on les mette ensemble. Si par contre elles ont la même photo, bon, a priori, c'est que ça va ensemble. Oh oui, sauf qu'il y a beaucoup d'usurpation de photos. Hein. Il y a des tweetos anonymes qui prennent des photos de chanteurs ou d'acteurs. C'est vrai, mais il y a un élément que je prends en compte, c'est le nombre de followers. Et c'est rare que les comptes fictifs arrivent à avoir un nombre de followers suffisant. Il y a peut-être aussi un aspect business pour les agences qui recherchent des influenceurs, etc. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ou pour des marques qui voudraient travailler avec des influenceurs spécialisés sur telle ou telle thématique. C'est une espèce de super annuaire, en fait. C'est ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je n'en sais rien. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Je fais en sorte que ça marche d'une manière la plus large possible, que les gens l'adoptent et ils en feront bien ce qu'ils veulent. Ouais, mais c'est intéressant. C'est une idée très sympa, en tout cas. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Donc, à vous de tester Digsti. Alors, ça s'écrit D-I-G-S-T-Y. Voilà. Jean-François Pilou, merci beaucoup d'être passé nous voir et longue vie à Digsti. Merci. Voilà, et on sait maintenant comment ça marche. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Jérôme, elle est bien. Hein, oui, elle est bien. Vous savez quoi? Il est temps de retrouver notre rendez-vous Tech Care maintenant. Et oui, c'est notre deuxième invité et c'est notre séquence Tech Care avec Orange. Nous recevons Hugues de Chaumont. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hugues et bienvenue. Pour une innovation très intéressante qui s'appelle Rango. Voilà. Pas Rambo, hein. Rango. Rango. Et vous êtes le cofondateur aussi de GoSense. C'est ça, tout à fait. Alors, expliquez-nous, vous savez que ce rendez-vous, Tech Care avec Orange, l'idée c'est d'avoir notre rendez-vous, notre bulle Tech for Good dans exactement. ce 01 Hebdo, avec des sujets toujours très intéressants. Et donc là, vous êtes venu avec une canne connectée. Exactement. Alors en fait, c'est un petit produit électronique qui se fixe sur tout type de canne blanche et qui permet en fait d'augmenter la canne blanche. Parce que la canne blanche permet de détecter très bien les obstacles au niveau du sol. Par contre, elle est très limitée pour détecter les obstacles à mi-hauteur ou en hauteur. Voilà, donc pour les aveugles, les personnes malvoyantes, etc., qui utilisent ça pour se déplacer. Hein. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de leur donner une liberté dans leur déplacement, de l'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, une personne déficiente visuelle, c'est très compliqué pour elle de sortir de chez elle. Nos rues sont assez accidentogènes. Et donc souvent, elles refusent de sortir ou alors elles sortent accompagnées. Alors comment ça marche? Pardon. Comment ça marche? On est d'accord. On a la même question. On est assez d'accord sur les questions. Oui, c'est vrai. Alors, Rango, il embarque des capteurs à ultrasons. Donc la canne, c'est une canne normale et vous venez fixer le petit appareil dessus. Voilà, par une accroche en U qui est universelle, qui permet de se fixer sur tout type de canne blanche. Et donc on a 3 capteurs à ultrasons ici, qui sont révolutionnaires et qui permettent en fait de détecter les potentiels obstacles, qui analysent l'environnement de l'utilisateur. C'est comme un radar en fait, c'est ça? Exactement, comme un radar, comme une chauve-souris, comme un dauphin. D'accord. Mais Rango comprend aussi les déplacements de son utilisateur. Donc l'idée, c'est de ne pas faire trop de retours et c'est d'alerter uniquement quand c'est nécessaire, donc quand il y a un danger. Donc la personne a une oreillette. Voilà, tous les obstacles qui sont sur les côtés
ou qu'on longe ne vont pas être alertés par Rango. Oui, parce qu'en fait, ils ne vont pas impacter le trajet en fait, de la personne. Exactement, Ouais. Vous avez tout compris, c'est tout à fait ça. Et ça permet de limiter les retours et donc d'être plus facile d'utilisation puisqu'on n'a pas trop de retours à analyser. Donc Rango, il détecte un obstacle dit avéré parce qu'il y a risque de collision. Il envoie la position de l'obstacle au smartphone de l'utilisateur où là on a une application dédiée à Rango qui s'appelle Rango de GoSense et qui elle va retranscrire cette localisation de l'obstacle en son aux écouteurs. Ah oui, donc il faut l'accessoire, le smartphone et l'oreillette quand même. Exactement. Il faut bien s'équiper avant de sortir. Voilà, il faut s'équiper, mais après c'est très simple. On appuie sur le bouton pour l'allumer et après Rango fait tout le reste, il se connecte automatiquement. Mais c'est incroyable parce que je regardais sur votre site, il y a une vidéo de témoignage et il y a une personne qui explique qu'elle était en ville et Rango lui a évité de heurter c'était je crois un plateau de camion qui était à hauteur de visage, que sa canne n'aurait pas détecté. Et oui, parce que sa canne en fait, au niveau du sol, elle détecte le sol détectait exactement et il se serait pris le truc en pleine figure et grâce à ça, il a pu l'éviter. Ouais. Oui, il est passé par une rue piétonne, il devait y avoir des livraisons à ce moment-là et du coup Rango l'a alerté et lui a évité un accident. Mais est-ce qu'une personne malvoyante gagne vraiment en autonomie avec ce type d'appareil ? Alors oui, parce que nos utilisateurs nous disent à 96% qui ne se choquent plus avec des obstacles. Donc 96% de nos utilisateurs ne se choquent plus avec des obstacles. Du coup, ils reprennent confiance en eux. Et 78% d'entre eux nous disent justement qu'ils ont plus confiance en eux dans leurs déplacements et que du coup, ils vont même dans des lieux inconnus. Ce qui est très rare pour une personne aveugle. Donc il y a un impact vraiment concret. Et pour préciser, vous parliez du smartphone. Il faut savoir qu'il y a à peu près le même ratio entre la population de voyants qui est équipée de smartphones et la population de déficients visuels. Oui, bien sûr, c'est pas du tout c'est pas une limitation, quoi. Non, il y a des lecteurs d'écran. Tout est en audio, en fait. Oui, le smartphone a révolutionné surtout la vie des malvoyants et des personnes aveugles. Oui, les fonctions d'accessibilité. Il y a des fonctions d'accessibilité, notamment sur iPhone, qui permettent de faire des choses incroyables. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que les aveugles parlent de 2 révolutions dans leur domaine, la canne blanche, forcément, et le numérique. Et le numérique. Et le smartphone qui permet d'écrire, qui permet d'écouter des textes, enfin des choses bien sûr incroyables. Juste une question, avec la petite oreillette, qu'est-ce que la personne malvoyante entend ? Elle entend quelqu'un qui lui dit comme une espèce de voix Siri ou est-ce que ce sont des bip bip bip, des choses comme ça ? C'est des bip bip bip. Oui, c'est un jeu de bip exactement. Et en fait, le principe, c'est que là où il y a le son, c'est là où il y a l'obstacle. Donc on localise naturellement le son dans l'espace, comme on le fait tout à chacun. On a localisé le son et avec Rango, on contourne le son. Et en fait, en réalité, on a contourné son obstacle. D'accord. Donc le son se déplace sur le côté. Donc il y a une stéréo, c'est ça Alors, dans le téléphone, il y a vraiment des algorithmes propriétaires à GoSense qui, eux, sont des algorithmes de spatialisation sonore. C'est-à-dire comment positionner un son dans son espace. C'est une invention qui vient de loin. Hein. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus ? On a 6 ans maintenant. Et c'est made in France. Vraiment, tout est conçu, fabriqué à Lyon. Et c'est même assemblé par des personnes aveugles. C'est commercialisé ? Oui, c'est commercialisé, 2 000 €. Et il y a des aides à l'achat, parce que vous savez, on est sur un marché qui est réglementé. C'est un dispositif médical. L'objectif est d'être référencé par l'assurance maladie d'ici la fin de l'année 2023. Mais actuellement, par les maisons départementales des personnes handicapées, nos utilisateurs ont accès à 75% de remboursement. Ah, d'accord. Donc ça fait tomber le produit à... Un restant à charge à 500 €. Et s'ils cumulent avec de l'AGFIP, par exemple, parce qu'ils travaillent, ils peuvent même avoir le produit pour 0 €. Incroyable. Super. Alors, c'est formidable. Rappelons, est-ce que vous avez des données concernant le nombre de personnes qui potentiellement pourraient servir de votre produit en France, notamment ? Il y a combien de personnes malvoyantes ou aveugles en France ? Alors, personnes déficientes visuelles, donc malvoyantes et aveugles, vous avez 2 millions de personnes en France, donc quand même. Et vous avez 220 000 personnes aveugles qui vivent dans le noir. D'accord. Et donc là, évidemment, ça a encore plus de sens, bien sûr, pour Et puis après, si on prend le marché européen et Amérique du Nord, là, on a 4 millions d'aveugles et 24 millions de personnes déficientes visuelles. Et ces chiffres vont augmenter, vont être multipliés par 3 d'ici 2050. C'est l'OMS qui nous le dit. Voilà, à cause du vieillissement de la population, c'est ça ? Exactement. Et voilà, évidemment. Vous travaillez déjà sur d'autres accessoires, d'autres produits qui pourraient aider les personnes malvoyantes ? Ou vous vous focussez pour l'instant uniquement sur cet appareil ? Oui, non, on se focus sur cet appareil. Rango, il a de la détection.
mais en fait, comme il est connecté à son application, on le fait évoluer. L'idée était vraiment de répondre à un usage, de ne pas faire un couteau suisse, mais après de le faire évoluer par des mises à jour logicielles. Et les retours des utilisateurs, j'imagine aussi. Exactement, tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, Rango permet de donner sa localisation, donc la rue et le numéro de rue. D'accord. On peut accéder aux horaires de passage de transport en commun également, en France, mais dans le monde entier. Et donc, ça veut dire les trains régionaux, les bus, les tramways et les métros. Et comment on consulte ça? Commande vocale ou... Non, voilà, commande vocale, il y a un menu, on a une interface de 4 boutons. Certains de nos utilisateurs nous ont dit que c'était plus simple qu'une télécommande de télé, pour vous dire. Nos utilisateurs ont entre 15 ans et plus de 80 ans, ce qui prouve que c'est simple d'utilisation. Formidable. Merci beaucoup, Super. Hugues. Voilà une belle innovation. Très belle innovation. Rango. Si vous voulez en savoir plus, Rango, R-A-N-G-O, ou GoSense, si on veut creuser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hugues de Chaumont. François, je pense qu'il est temps de passer à encore du produit de geek. Et bien sûr, et Nicolas Lelouch va tout nous expliquer tout de suite. Nicolas Lelouch, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. C'est l'homme des smartphones et aujourd'hui, il ne nous parle pas de smartphones. Ben non. C'est ça, hein? Et oui, j'arrête les smartphones. Il est venu pour nous donner l'heure. Il arrête. En fait. Il est venu pour nous donner l'heure. Bon teasing. Alors, de quoi on parle? Alors on parle de ça. Oh là là, Qu'est-ce une que c'est? montre. Une montre Swatch, non pas du tout, une OnePlus Watch. La OnePlus Watch, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous savez, vous connaissez tous la marque OnePlus qui fabrique des smartphones. Et OnePlus dit depuis plusieurs années qu'il va un jour lancer une montre, mais qu'il ne veut pas bâcler les choses contrairement aux autres constructeurs chinois et qu'il veut arriver avec un produit parfait qui va vraiment concurrencer l'Apple Watch, qui va être au niveau. Et donc ça fait des années qu'on en parle, qu'ils disent qu'ils sont en train de perfectionner le truc. Wow. Donc pas besoin de vous dire qu'on l'attendait avec beaucoup d'impatience. Voilà, donc je pense que c'est la deuxième partie de ton intervention qui va nous faire rigoler. Ce qui est intéressant, c'est que quand OnePlus dit on va prendre le temps pour développer un produit, on se dit, quand il va arriver, va être génial. Ça va être irréprochable. Incroyable. Oui. S'ils ont communiqué depuis toutes ces années sur l'attente, sur la recherche, etc., voilà, on a une attente quand même assez élevée. Alors c'est monstrueux comme produit de ce type de produit. J'ai longtemps pensé que ce serait monstrueux et que OnePlus arriverait à donner un second souffle au marché de la montre connectée. Et non, c'est quand même un bel échec, malheureusement. Déjà, je vais vous livrer un petit peu les coulisses du moment où on l'a reçu. Quand OnePlus nous a envoyé la OnePlus Watch, ils nous ont indiqué qu'on ne pourrait pas la configurer en français, qu'il faudrait forcément la configurer en mettant notre téléphone en anglais et en téléchargeant une version d'une application qui n'existe pas encore sur le Play Store. Déjà, ça part mal. Ça commence bien. Alors, ça ne marche que sur le Play Store ? Ça marchera aussi sur iOS, mais c'est pas encore disponible. C'est pas encore disponible. C'est censé arriver. On a réussi à installer tout ça, il m'a fallu une demi-heure pour tout configurer. La montre, quand je choisissais français ou anglais, elle me mettait un texte en hindou à chaque fois. C'est pratique, j'étais obligé de valider en hindou pour que ça passe finalement en anglais ou en français. Mais en tout cas, il y avait un bug d'affichage. Heureusement, oui, j'ai des notions. Donc, comme nous tous ici. Hein. Exactement. Mais du coup, bon, on a réussi à s'en sortir à partir de là. Et là, patatras, c'est la grosse catastrophe. J'ai découvert des dizaines et des dizaines d'erreurs de traduction. Je pense qu'on en montre à l'image. Ouais, j'en ai vu sur ton article, j'étais mort de rire. J'en ai listé quelques-unes, j'ai passé sur Twitter aussi une capture d'écran de mes notes, mais on a des choses déjà, ce qui est très troublant, c'est que ce n'est pas que des erreurs de traduction. Par exemple, il y en a des erreurs de traduction toutes bêtes. Le menu About, qui normalement est traduit à propos, est nommé en ce qui concerne. Parce que ça, c'est du Google Translate. Bon, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des endroits où on voit que c'est des erreurs de frappe. C'est-à-dire qu'il y a des lettres qui sont inversées, il y a des mots qui n'existent pas, genre remote, soit quelque chose. Il y a des trucs, la montre ne se met pas à jour, c'est une mise à jour en cours de mise à jour. Il y a plein de trucs comme ça qui n'ont absolument aucun sens, surtout quand on sait que OnePlus est plutôt sérieux sur le smartphone. D'autant plus que ce système... Rington Lonistirkle. Exactement. Mais bien sûr. Je n'ai pas réussi à le retenir de tête, tu devineras pourquoi. Rington Litztirk, c'est un mélange entre du français et du danois, non? Je ne sais pas d'où ça sort. Et de l'anglais. Il y a énormément de problèmes comme ça. Et si ce n'était que des erreurs de traduction, je vous dirais ok, ça va. OnePlus nous a dit que ce n'était pas le firmware définitif. C'est d'ailleurs pour ça que sur Zeronet, vous ne lirez pas un test de la montre. Vous lisez un article qui vous dit pourquoi on ne sort pas de test. Parce qu'on lui laisse une chance, on va attendre que OnePlus corrige tout ça. Alors juste avant qu'on aille plus loin dans ce truc-là, comment on peut analyser cette approximation et cette catastrophe? Parce que comment une boîte comme OnePlus
OnePlus, qui la plupart du temps sort de bons produits, peut sortir un produit comme ça, dont la traduction est bâclée, qui a été faite pas par des professionnels, soit par Google, soit par des gens qui sont dans d'autres pays qui ne comprennent pas le français et qui ont forcément fait des erreurs en recopiant des mots. Comment c'est possible ça, Nicolas? C'est très compliqué à expliquer. Après, ce qu'on remarque déjà, c'est que l'application pour configurer la montre n'a rien à voir avec le code de design habituel de OnePlus. Donc on peut imaginer que c'est soit un prestataire externe, soit rien à voir avec. C'est pas les équipes qui fabriquent les téléphones ou qui fabriquent OxygenOS qui ont développé l'OS de cette montre. C'est déjà un premier Ça, j'en suis convaincu. L'autre chose qui est intéressante, c'est que j'ai quand même eu quelques mises à jour, les fameuses mises à jour en cours de mise à jour, et il y a eu des changements de design pour certaines applications, et l'application Activité qui aujourd'hui elle n'est pas très belle, mais bon, ça fait le job. Avant, c'était une sorte de PDF, c'est-à-dire que c'était du texte qui n'avait aucun sens. Et je pense qu'en réalité, c'était l'interface du bracelet connecté qu'OnePlus a sorti en Inde. Et ma théorie, c'est qu'en fait, ils ont récupéré ce système d'exploitation pour un bracelet qui est vendu une trentaine d'euros dans des pays qui ne sont pas des gros marchés pour OnePlus, en tout cas d'un point de vue vente de produits les plus chers, quoi. On se retrouve du coup avec une montre qui se prend pour un bracelet connecté. Et c'est pas du tout adapté, c'est pour ça qu'il y a des erreurs de traduction. Je serais pas étonné que ce soit les équipes indiennes de OnePlus du coup qui ont fait la traduction en français, ce qui explique aussi ces erreurs. On peut pas savoir ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, ils ont livré un produit qui n'est pas prêt, particulièrement en français, et dans tous les cas, le système d'exploitation... Mais il n'est pas prêt en français ou il n'est pas prêt du tout? Parce qu'au-delà des problèmes de traduction... Au-delà des problèmes de traduction, nos confrères américains de The Verge, pour moi, résument bien le truc en disant que c'est une montre de 2014 qui sort en 2021. Et je suis bien d'accord avec ça. Il n'y a pas d'application tierce, il n'y a pas d'écran toujours allumé, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur un bouton pour réveiller l'écran, ou alors faire un geste, mais ça ne marche pas tout le temps. L'interface, elle n'est pas très jolie, c'est pas très réactif, il y a plein de choses qui manquent. La montre est belle en elle-même? La montre est belle. Le design est réussi. Ça, pour le coup, c'est au premier abord, elle a l'air bien partie. Le design est très bien, elle est jolie, elle est très très grosse. Par contre, c'est la montre la plus grosse que j'ai vue. Il n'y a pas de petit modèle, donc c'est assez étonnant. Mais on peut quand même imaginer qu'OnePlus est allé complètement sur la mauvaise direction. Ils ont voulu faire un truc assez low cost. C'est d'autant plus bête qu'il y a quand même un capteur de taux d'oxygène dans le sang. C'est quand même censé être réservé aux montres haut de gamme pour l'instant. Bon, après, les mesures, a priori, ne sont pas hyper exactes. Moi, déjà, je vais vous dire, rien que sur le rythme cardiaque, j'ai remarqué un écart de 10 battements par minute entre l'Apple Watch et la OnePlus Watch. Donc, ça laisse entendre, Apple est réputé pour être bien calibré. J'ai pas pu le tester avec un matériel professionnel. Ça laisse entendre que OnePlus est très approximatif. Donc, le produit n'a l'air vraiment pas bon. On va lui laisser une chance. Il y a un truc, moi, qui m'interpelle en positif, c'est l'autonomie, parce que je l'ai récupéré vendredi. Je suis allé jusqu'à mardi, avec, qui était le jour où on a pu publier les tests ou les premiers résultats. Et j'avais perdu quasiment 20-30% de batterie. C'est vraiment rien du tout. Et depuis, j'ai toujours pas consommé la batterie. Donc, je suis quasiment à une semaine avec la montre à mon poignet. Et il reste de la batterie depuis la première charge. Bon. Donc, tu reviendras peut-être prochainement en nous disant, finalement, elle est vachement bien. Elle coûte pas cher. Elle coûte 159 €. Donc, elle peut potentiellement être un gadget sympathique, c'est une bonne autonomie. Mais en tout cas, ce n'est pas une montre connectée telle que OnePlus la présente depuis des années. C'est un bracelet connecté avec un design un petit peu plus séduisant, qui a quelques fonctions, mais c'est tout, quoi. Nicolas, est-ce que c'est pas peut-être la preuve criante de la déliquescence de OnePlus? Bah oui, c'est quelque chose dont on a souvent parlé sur ce plateau et dont on parle régulièrement sur 01net.com. Il y a des choses qui se passent chez OnePlus. Carl Pei, le cofondateur, est parti. Il n'y a plus l'équipe française. L'équipe française, oui, n'existe plus sous la forme actuelle. Maintenant, c'est opéré depuis l'Europe. Voilà. Oui, mais après, OnePlus, c'est aussi une marque qui est basée sur la communauté. Les premières traductions, c'était la communauté. Donc, pourquoi ils n'ont pas fait appel à leurs fans pour traduire? Là aussi, ça n'a aucun sens. Donc, on a beaucoup dit que Oppo est en train de reprendre les rênes sur OnePlus. Est-ce que c'est ça le problème? Je ne sais pas. Est-ce que ce produit n'était pas du tout prévu pour la France, les États-Unis, uniquement pour l'Inde, et ça s'est malheureusement retrouvé partout? C'est une très bonne question, mais c'est vrai que c'est dommage. Et j'ai plein de personnes sur Twitter qui me disent qu'ils l'avaient précommandé, qu'ils avaient hâte et qui ont annulé du coup en lisant mon article, en lisant les autres articles sur le sujet. Et c'est dommage pour la marque parce qu'il y avait franchement un potentiel, mais ça va pas le faire. Et c'est déjà dispo ou pas? Ou en précommande toujours? C'est dispo. Alors ça aussi c'est bizarre. Ça devait sortir le 26 avril, le jour de mon anniversaire, je précise. Et une heure avant qu'on ait le droit de sortir. On va le noter. Une heure avant qu'on ait le droit de sortir les fameux pré-tests ou tests, OnePlus nous a dit finalement c'est décalé au 30 avril. Donc est-ce que c'est parce qu'ils sont conscients qu'il y a des problèmes ou qu'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas? Je ne sais pas, mais ça sortira le 30 avril. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas sorti de test complet. On attend le 30, je vais la reposer dans mon placard. Le 30 avril, on va la ressortir. Et si c'est toujours aussi mauvais, le test sera dans le mise à jour. Voilà. Le prix, on l'a dit? 159 €. D'accord. Merci beaucoup, Nico. Tu peux rester avec nous. Il y a Jordan. Et ton camarade Jordan arrive. Donc on va l'accueillir comme il se doit. Jordan Cosino.
Bonjour Jordan. On est à l'antenne? Oui, j'en ai bien peur. On est à l'antenne, excusez-moi. Tu nous fais une Vinca. Oui, voilà, je voulais faire un petit hommage quand même. Je trouve incroyable cette séquence, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Ça va? Et oui, on est à l'antenne, mon pote. Je vais vous répondre. Depuis 5 minutes, monsieur. Hein. Oui, c'est ça, j'ai adoré ce moment. Incroyable. Tout va bien? Jordan Cosino, Nicolas Lelouch. J'ai vu Nicolas Lelouch qui remet des montres dans son tiroir, une vie folle, qui a placé son anniversaire. C'est magnifique. Je passe un excellent moment. Vous êtes tout le temps ensemble, entre les Je veux savoir que vous tournez tout le temps, voilà, et là maintenant sur le plateau de 01 Hebdo. On annonce prochainement un PAX. Ah oui, c'est ça. Donc on le fera en live, évidemment. Ah, Très bonne idée. Je crois que mardi il y a la keynote Apple. Oui. Je me dis qu'en after ça peut être pas mal. Après la keynote, tu vois, plein de bonnes nouvelles dans la soirée. Alors il est très poli, il dit rien. Je suis pas sûr qu'il soit complètement d'accord. Hein. On en reparlera. On en parlera après. En antenne, vous réglerez vos petits problèmes. Il y a deux, trois formalités à mettre en place. Tout va bien? Alors, on y va. Alors, aujourd'hui, je vous ai trouvé des petits produits Kickstarter, parce qu'on va pas faire du Je veux savoir toutes les semaines, sinon Nicolas il va être un peu... il va être fatigué. Il va être fatigué, le pauvre. Regardez déjà, il a des petites cernes, des petits yeux, il faut qu'il se repose un petit peu, il est partout. Non, aujourd'hui, je vous ai trouvé 3 produits qui... Il ne fallait pas rester. Aujourd'hui, je vous ai trouvé 3 produits sympas, à commencer par le premier, il s'appelle Mative. Mative. Qu'est-ce que c'est? Évidemment, vous vous posez la question, Jérôme, qu'est-ce que c'est? On est là, on est en Eh ben, c'est fait pour toi, Jérôme, toi qui es un grand sportif, c'est un tapis de sport connecté. Ah oui. Tu vois, je savais que ça allait te plaire. En fait, qu'est-ce que ça permet? Déjà, tu as plein de capteurs dessus, tu as plus de 40 000 capteurs dessus, ce qui fait quelques 2-3 petits mouvements sympas. Notamment, tu peux avoir 300 mouvements, ça peut capter 300 mouvements. Et comment ça fonctionne? Tu as une application, et dans l'application, tu as des cours qui vont t'être donnés, et tu dois reproduire les mouvements sur le tapis. C'est un peu un Just Dance. Ça fait pas les mouvements à ta place, non? Alors non, ça ne marche pas, Jérôme, ça n'existe pas. On n'est pas au télé-shopping ici, tu vois. En fait, c'est un peu comme un tapis qu'on retrouve dans les salles de sport qu'on déroule. Ouais, le tapis bleu là, classique. Voilà, sauf que lui, il est plein de capteurs et il va détecter les mouvements qu'on fait. C'est ça. En fait, tu vas avoir tes cours sur l'application et tu reproduis les mouvements. C'est un Just Dance en fait. Sauf que là, tu fais du sport, même si la danse c'est du sport évidemment. Mais le truc cool, c'est que dans l'appli, c'est aussi un réseau social. Tu vas pouvoir partager tes performances, comme pour ceux qui font de la course. Jérôme, je sais que t'es un grand coureur pour Strava. Ceux qui sont sur Strava. Exactement. C'était un grand coureur, il s'est calmé. Ah oui, bien sûr. C'était le coach du Usain Bolt. Allez, enchaîne. Et donc, t'as la possibilité de partager tes exploits à tes potes et t'as un système de classement où tu peux voir qui a fait les meilleurs scores, etc. Attends, mais les capteurs, ils servent à quoi? À capter tes mouvements. Si on te demande de faire une fente, tu vois la dame si tu fais bien le mouvement. Oui, si tu dois faire une pompe, tu vas mettre tes 2 mains sur le tapis, il va détecter tes mains et pareil pour tes pieds. Il te dit si c'est pas bon, si la position s'il détecte un pied à la place de ta main, il va te dire il y a peut-être un souci, tu vois. Ou alors t'es fait bizarrement, tu vois. Donc voilà, c'est assez rigolo. T'as un petit bracelet que tu mets aussi pour capter tes mouvements. C'est compatible avec des watches, sûrement pas la OnePlus Watch visiblement, mais avec plein d'autres montres connectées. Donc voilà, c'est rigolo. 250 € quand même pour ce produit. 250 €. Et ça sort en août 2021. Donc voilà, vous mettre au sport. Ça a l'air cool. Écoute, j'ai hâte de voir. T'as présenté des produits beaucoup plus glauques que ça. Oui, non, ça a l'air pas mal. Non, franchement, en plus, t'as plein d'entraînements possibles. T'as du Pilates, je sais que, encore une fois, j'ai un grand amateur de Pilates. Non, t'as du HIIT, t'as du comment ça s'appelle, un style de bootcamp et tout. C'est vraiment pas mal. Maintenant, après, faut voir pour le prix, ça reste cher quand même, 250 €. 250 € le tapis. Deuxième produit. Deuxième produit. Alors ça, c'est incroyable. C'est le produit improbable de la sélection. Ça s'appelle Xion CyberX. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas vraiment. Non, en fait, c'est une sorte de moto combinée à une trottinette Xiaomi qui aurait pris un peu de protéines et ça donne ça. C'est assez particulier. Il faut savoir que ce truc va quand même relativement vite. On s'en rend pas compte à la vidéo, mais il fait quand même du 0 à 50 en 4 secondes. Alors ok, c'est pas une Tesla. C'est quoi? C'est pour faire du rodéo Mais je sais pas vraiment ce que c'est le but. C'est un moyen de déplacement, mais il sait pas de quoi il parle. Mais non, mais en gros, c'est un scoot, mais un peu original. Tu vois, il y a un scoot moto, c'est un peu un croisé. Tu vois, ça va jusqu'à 80 km/h. C'est pas discret, avec tous les Alors, éclairages. ça fait très produit gamer, tu vois. Ça fait très Razer ou c'est très LED. C'est une mini-moto, quoi, en fait. Ouais, c'est une mini-moto, mais qui bombarde quand même un petit peu. Parce que comme je t'ai dit, tu peux aller jusqu'à. Il y a une dimension sportive quand même. T'as un mode course où tu peux aller quand même jusqu'à 80 km/h avec ça. Il faut un permis normalement. Oui, et c'est électrique, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je t'en parle. Parce que sinon, il n'y a pas écrit automoto, tu vois. D'accord. Pas du tout le truc diesel comme ça. Ouais, non, très peu d'intérêt. Donc, tu as un petit écran LCD dessus qui te permet de
suivre un peu ce qui se passe. Tu as une enceinte, on l'a pas bien vu à la vidéo, mais tu as une énorme enceinte quand même qui te permet de balancer. Alors c'est vrai que si tu arrives en mettant, tu peux à mettre 3h du mat. Tu peux mettre le podcast chez Jérôme et François. Ah oui. C'est l'avantage. Tu roules sur le périph, bam, tu t'arroses tout le monde. Et comme ça, tout le monde connaît un peu les infotech. Je pense. Allez-y d'ailleurs, moi je vous conseille de mettre chez Jérôme et François le podcast à fond dans votre voiture et vous ouvrez les fenêtres. Comme ça, tout le monde en profite. Mais voilà. Tu vois, c'est un petit côté communautaire. Non mais donc voilà, produit assez sympa. Le prix aussi, ça coûte 3 700 € en même temps, voilà. Et ça sort en octobre 2021. Je me demande si un jour si quelqu'un. Mais il y a de l'argent. Enfin, il y a des gens qui mettent de l'argent. Ça a pris. Alors oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ça a quand même récolté 800 000 €. Donc ça va sortir. Mais les mini-motos, il y a des gens qui les achètent. Ouais, mais là c'est quand même très particulier quand même comme produit. Je sais pas. Enfin, tu te vois dessus toi? Ouais, non, c'est pas trop mon Ouais, genre, voilà, mais tu vois. Après, il y a sûrement un public vu qu'il y a 800 000 €. Si quelqu'un a beaucoup d'argent et qui ne sait pas quoi en faire, n'hésitez pas à l'acheter et à nous faire une petite photo parce que je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Ouais, mais après il faut voir, c'est l'air confortable, il y a une grande selle et tout. Oui, tu peux être à deux dessus, non? Il est chaud, hein. Ah mais j'ai bien compris que c'est ce qu'il veut pour Noël. Il viendra chercher le samedi soir en mini-moto. Ça peut me faire mourir de rire, vraiment. Dernier produit. Mourir tout court si je conduis. Enfin, ça c'est un autre débat. Je me permets tout fait. Dernier produit. Attends, Oui, vas-y. Attendez, le défibrillateur, il est juste là en sortant sur la droite. Excusez-moi. C'est pas grave. Donc, le dernier produit, ça s'appelle Airable. C'est un produit d'été. C'est un tour de cou ventilo. Tour de cou ventilo. C'est vrai que ça, tu l'as pas vu venir. Ce produit-là, c'est pas mal parce que c'est fait pour les sportifs selon eux. Si tu fais du tennis, du golf, du vélo ou même des barbecues, c'est mis dans la même catégorie que les sports. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'intéresse. C'est pour ça que je me suis dit, ça va te parler. Le tour de cou pour le barbecue. Mais rigole pas. On a des discussions dans cette émission, franchement, je sais pas où on va. Rigole pas parce que les petits, donc, tu vois, les embouts là que tu vois se détachent et en fait, ce qui te montre, alors je sais pas si on va le voir dans la vidéo, mais il te montre en exemple que tu peux souffler les braises de ton barbecue avec. Tu prends le petit. Ah bah si, tiens, regarde, je pense qu'on va le voir. Ah non, mince, il faisait juste son barbecue, mais tu peux détacher ton. C'est quoi, ça te rafraîchit, c'est tout? Ah bah c'est un ventilo, ouais, c'est comme les petits ventilos USB, sauf que là tu un ventilo portatif, un ventilo de cou personnel. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont très très chaud de la nuque. Remarque, c'est pas moi, c'est là que je transpire en premier. Ah donc ça y est, on est carrément une émission santé là, ça y est. On avait passé ce stade-là. C'est vrai, c'est les épaules très vite. Ah bah écoute, tu vois. Mais comme quoi ça pourrait te servir. Alors celui-là je l'achète. Ah bah écoute, en plus il est pas si cher que ça. Combien? Franchement, j'ai hésité, mais ça fait cher la blague. Ça coûte 38 €. C'est un peu cher pour un ventilo qui potentiellement. À mon avis, il doit rien ventiler du tout. Ça sort en mai, donc c'est pour très bientôt. Puis tu dois avoir toujours l'impression d'avoir une abeille, tu sais là. Ouais, en fait, faut voir le bruit parce que souvent ces trucs-là, ça fait beaucoup de bruit. Si t'as un Dyson sur l'oreille, moyen, tu vois, c'est chiant. T'entends plus les personnes qui sont à côté de toi. Tu vois. Excusez-moi. Alors pardon. tu mets ça sur la mini moto, là, ça y est. T'es équipé, non, là t'es mort. Là c'est foutu. Mais voilà, donc si vous voulez faire un petit barbecue, c'est dommage qu'on le voit pas dans la vidéo, mais ouais, il te montre que tu détaches la turbine et tu appuies et ça fait souffler tes braises. Je vois tellement François détacher le truc. Je trouve ça incroyable. Ça sort en mai, c'est mon anniversaire. Et ça a récolté 12 000 €. Mais quand tu es un professionnel du barbecue comme Jérôme et moi, jamais tu te sers d'un ventilo pour faire le feu. Non, mais l'ancienne, ça comment compte à la ils tradition. faisaient les hommes préhistoriques? Ah bah je suis pas sûr qu'ils avaient ventilo, leur sèche-cheveux. Pas sûr qu'ils avaient Airball, tu vois. C'est bien dommage. Mais voilà, petit produit d'été. Oui, produit d'été. Petit produit canicule. Ouais. Pas convaincu. Petit produit canicule. Voilà. Ouais. Bon, ben non, mais écoute. Bon, moi je vote pour la moto. La moto? Ouais. Ça t'a convaincu? Ouais. Bon bah écoute, vu le prix, on va se cotiser un peu tous, hein. Oui, prenez votre temps. Oui, 3 700 €. Moi je me contenterai du ventilo là. À 38 €, c'est plus honnête. Jordan, merci. Merci Avec beaucoup plaisir. Jordan Coscino. On se retrouve La la semaine story chaque semaine dans 01 Hebdo, le meilleur notamment des sites de crowdfunding. C'est ça. Et merci à Nico, bien sûr, Merci à d'avoir vous. été là. Il est stoïque, hein, il écoute, il encaisse tout, Nico. C'est ça qu'il est fort. Il est très très fort. Je supporte l'humour de Jordan. Oui. Oui, parce que lui c'est à longueur de journée. Oui. Et oui, voilà, c'est ça. Nous, ça dure que quelques minutes. Exactement. Mais Voilà. cela dit, on l'aime, Jordan. C'est ça le truc. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Vous le savez, 01 Hebdo. Chaque jeudi, première div dans la soirée sur 01 TV, la chaîne, sur YouTube, sur 01net.com et après multidiffusion tout au long de la semaine. Voilà, portez-vous bien. À très vite. Salut à tous.